Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et ceci comprend le droit à un logement décent. C'est l'article 23 de la Constitution belge. Pourtant, rien que sur la région bruxelloise, plus de 5300 personnes vivent sans abri ou en mal logement selon le dernier dénombrement réalisé par Bruxelles, soit une augmentation de 27,7% par rapport à 2018. Comment lutter contre le sans-abrisme? Comment activer réellement ce droit au logement? Il n'y a pas de réponse simple et unique, mais des solutions existent et on va en discuter ce soir avec nos deux invités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, donc Aline Strens, vous êtes coordinatrice du projet Housing First Station Logement pour la SBL Diogène, qui est active en région bruxelloise. Vous faites partie d'une des 4 équipes qui travaillent sur le Housing First à Bruxelles. Alors une 5e vient de démarrer. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant. Et à vos côtés, donc Mario Peters, vous travaillez également pour la SBL Diogène et vous êtes ce qu'on appelle un père aidant, un expert du vécu. C'est-à-dire que vous avez vécu vous-même en rue et qu'aujourd'hui, sur base de votre expérience, vous venez en aide donc à d'autres personnes sans abri. Alors, déjà, première question, en quoi votre expérience à vous, votre vécu en rue, est-elle en plus quand vous aidez les personnes sans abri? Pour certains gens, c'est plus facile de parler à moi parce que j'ai vécu la même chose qu'eux. Et comme disent certains, j'ai le même langage qu'eux. Donc, moins technique, j'ai vraiment le même langage qu'eux, en fait, ouais. Alors, vous avez vécu en rue pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui marque, j'imagine, et qui... alors, quand je dis expert du vécu, c'est-à-dire que vous avez développé une certaine forme d'expertise qui vous permet de les aider, de leur donner des pistes pour s'en sortir aussi. On peut donner certaines pistes, mais c'est surtout que je sais où ça va pas et je sais où ça peut marcher, quoi. Oui, alors quand vous dites vous parlez le même langage, vous avez l'impression par exemple qu'ils se confient plus facilement, que certaines personnes se confient plus facilement à vous? Oui, qui disent plus de choses à moi parce que on a vécu la même chose, on a les mêmes expériences et oui, ça leur facilite peut-être de parler plus librement. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre parcours, un moment où vous vous êtes dit, voilà, il faut que quelque chose change? Ouais, j'ai plus 20 ans. on aspire à autre chose. Peut-être un petit travail, famille, boulot. Voilà. Et alors on va continuer à parler de votre expérience. Mais j'ai envie de revenir sur cette notion de droit au logement, Aline Strens. Est-ce que pour vous, le droit au logement, c'est vraiment le droit premier, celui qui va conditionner tout le reste? Moi, je pense que c'est un socle, que c'est quelque chose qui donne une sécurité de base à partir duquel on peut travailler d'autres domaines de la vie. Et donc, on essaye sur cette base-là de toucher tous les domaines. Mais c'est vrai que sans ça, parfois, au départ de la rue, c'est quand même difficile, certaines situations. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui on arrive à améliorer des choses au départ de la rue. Mais quand les situations sont trop problématiques, se reposer sur un logement, ça aide quand même beaucoup. Oui, ça veut dire qu'avoir le logement, et c'est d'où l'intérêt du Housing First, on va en parler, mais c'est vraiment le logement d'abord. On donne le logement et puis on traite, entre guillemets, les problèmes, on accompagne la personne. Oui, puis ce qu'il faut dire sur le droit au logement, c'est que oui, c'est un droit qui est normalement inscrit dans la Constitution, donc qui devrait être valable pour tout le monde, mais jusqu'à présent, ça reste seulement un horizon, donc on voit bien qu'on en est quand même loin, quoi. À Bruxelles, il y a apparemment suffisamment de logements qui se construisent pour tout le monde, mais en réalité, ce sont des logements qui ne sont pas abordables, donc ce qui pose problème, c'est la différence entre les loyers et les revenus des personnes qui sont trop réduits par rapport aux loyers demandés. Donc il y a cette question de l'abordabilité, disons, des loyers qu'il faut travailler. Et sans doute que le politique ne se donne pas encore assez les moyens de faire aboutir des mesures qui permettraient de résoudre le problème, puisque ça ne fait que s'accentuer depuis de nombreuses années, et c'est dénoncé quand même par le secteur depuis longtemps, quoi. Mario, est-ce que l'absence de logement, c'est un des facteurs déterminants de la rupture de lien avec la société? Est-ce que vous, quand vous n'aviez pas de logement, vous vous sentiez peut-être déconnecté ou en rupture de... Oui, parce qu'on n'a plus droit à rien. Donc même pour travailler, je me vois mal me lever le matin en rue sans prendre de douche, sans prendre de petit-déj. Ouais, on a vraiment coupé de tout.
Donc, ouais, c'est pas facile, quoi. Et c'est une rupture aussi avec la famille. Est-ce qu'il y a un lien que vous avez réussi à maintenir ou petit à petit, la rue a fait que tous les liens ont été coupés? Ah non, on crée d'autres liens. On crée des liens avec des gens dans la rue. Parce que la famille, bon, déjà, au début, on n'ose pas le dire qu'on est dans la rue. Parce que bon... Et en plus, moi, j'ai eu un problème de toxicomanie, donc c'est encore plus. Mais oui, le logement, c'est vraiment l'endroit où on peut se reposer, où on peut faire les démarches. C'est là que tout commence, en fait. Est-ce que vous, le fait d'avoir retrouvé un logement, ça a été la base pour une autre vie? Une autre vie, mais aussi des nouvelles peurs, parce que je me rappelle au début, j'avais peur de ma boîte aux lettres, parce qu'il y a tous les instances qui vous retrouvent avec les dettes que vous avez d'avant. Donc oui, mais oui, le début du logement, c'est le début de tout, mais c'est aussi des nouvelles peurs qui viennent à vous, quoi. Mais on va le voir, qu'effectivement, tout n'est pas résolu quand le logement est retrouvé. Alors, avant ça, je vous propose d'écouter Mariam. Alors, Mariam, elle est sortie de la rue grâce au programme Housing First, station logement de Diogène. Alors, son parcours est marqué par 7 longues années de vie en rue. Alors, on va écouter un premier extrait où elle nous raconte comment sa vie a basculé du jour au lendemain et les difficultés liées à la vie en rue. On l'écoute. Je m'appelle Mariam, donc je suis une ancienne SDF et une ancienne toxicomane. Donc j'ai un long passé en rue. Donc, j'ai vécu pendant presque 7 ans dans la rue. Et j'ai consommé beaucoup de drogue à ce moment-là, donc je me suis beaucoup détruite. Et moi j'avais un logement qui était fermé pour insalubrité. Donc moi j'avais mes enfants qui ont été placés chez mes parents. J'étais avec mon compagnon actuel à ce moment-là. Donc nous on a été au centre Ariane, un centre d'accueil d'urgence. Du coup, au bout de 5 semaines, on était sur liste d'attente, mais certains c'était 8 mois, 1 an, et du coup, je me suis retrouvée dans la rue. Et j'étais en début de grossesse à ce moment-là, du frère biologique de ma fille. Donc, j'ai passé ma grossesse en rue, j'ai accouché en rue, et malheureusement, ce bébé-là a été placé, quoi. À quoi on pense quand tout à coup on se rend compte qu'on perd son logement? Est-ce que vous pouvez On perd tout. On perd pied, en fait. On sait, on se rend pas compte, en fait, on sait pas où donner de la tête pour s'en sortir. On a l'impression de se noyer en dessous d'un océan, quoi. Parce que quand vous faites tout bien et que vous arrivez avec un propriétaire qui profite et qui prend votre argent pour un logement qui est insalubre, et puis quand il y a un contrôle, vous vous retrouvez tous dehors, voilà, et je savais même pas que j'avais le droit d'être relogée, moi, à ce moment-là. Parce qu'après, quand vous vous retrouvez dans la rue, c'est un combat de tous les jours, et c'est pas une vie, c'est une survie, donc ouais, c'est vraiment une torture. Quand vous êtes une femme et que vous vivez dans la rue, il y a des prédateurs dans la rue, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque une maison d'accueil pour femmes sans abri? Il n'en manque pas qu'une. Si vous voulez mon avis, il n'en manque franchement pas qu'une, il en manque plusieurs. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes dans la rue, et beaucoup de femmes, et beaucoup. J'en ai connu des femmes avec des enfants, ou des femmes enceintes, des jeunes filles qui ont 14-15 ans. Leur place, c'est pas dans la rue, et pourtant j'en ai côtoyé qui vivaient dans la rue tous les jours. Donc oui, il manque vraiment... Il manque des places, oui. Alors peut-être une réaction par rapport à cette première partie du témoignage de Mariam. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent par exemple avec votre parcours, Mario? Même par rapport à ce qu'elle dit pour les femmes, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de trucs pour femmes, quoi. Ouais. Pour femmes, il manque vraiment des choses, parce que l'hygiène pour une femme en rue, c'est vraiment... Ouais, c'est presque nul, quoi. Et ouais, les structures pour femmes, il en manque vraiment. Et le truc des prédateurs, oui, moi j'ai connu des femmes qui restent juste avec des hommes pour être en sécurité. Et les hommes en profitent des fois, quoi. Ouais, pour une femme, c'est vraiment pas cool. Aline Strens, on parlait de Housing First. Donc, par exemple, Mariam, elle a retrouvé un logement grâce à ce programme Housing First. C'est un programme qui s'adresse à un public quand même assez particulier. À quel type de public on s'adresse en Housing First? Donc on ne s'adresse pas à l'entièreté des personnes qui sont sans abri dans la ville. C'est pour des gens qui cumulent des problématiques, principalement de santé, de souvent la santé mentale et d'addiction.
ou de toxicomanie ou d'alcoolisme. Voilà, souvent c'est ce profil-là qui est le plus visé par les personnes. Bon, nous, on n'a pas mis dans notre projet le respect de ces critères stricts. C'est plutôt surtout l'idée que la personne a essayé déjà différentes formes d'aide plus traditionnelles et que ça n'a pas fonctionné. Et donc au bout d'un certain temps, on se dit bon, on dirait qu'une proposition de logement, ça paraît finalement la seule issue. On fait ça parce que les places sont chères, évidemment. Il y a encore peu d'opportunités pour pouvoir rentrer en Housing First pour l'instant. On est à environ 200 suivis sur Bruxelles pour l'instant. On estime à 400, 800. C'est très difficile à estimer quelle part du public sans-abri pourrait correspondre à ces critères. Parce que bon, le Housing First, c'est un déploiement de moyens, de ressources humaines, en fait, d'accompagnement qui est quand même assez important. Donc c'est pour ça qu'il faut limiter aux gens qui ont vraiment besoin de ça. Parce qu'à côté de ça, il existe des services de guidance à domicile qui peuvent accompagner des profils, qui, sur un temps plein, peuvent accompagner davantage de gens et qui sont une bonne ressource aussi, quoi. Donc le Housing First est vraiment un complément pour des personnes avec qui on a essayé d'autres choses et pour qui ça ne fonctionne pas. Oui, parce que vous dites que c'est un déploiement de moyens, effectivement, et on imagine que du coup, ça représente un certain budget. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un pari sur l'avenir et que c'est un investissement sur l'avenir, entre guillemets? Oui, bien sûr. On dit toujours qu'au niveau des moyens, c'est en fait ce qui coûte, c'est un type d'aide sociale qui coûte le moins cher. Et ça coûte moins cher que de laisser quelqu'un dans la rue. Parce qu'une personne qui est en rue, elle va consommer beaucoup d'aide urgente, de dispositifs institutionnels encore plus coûteux, et aussi des ambulances, des frais d'hôpitaux en urgence, etc. Donc, si on fait le total sur un X nombre d'années, on voit que c'est plus élevé que l'accompagnement que nous on propose, et qui en plus va offrir des garanties, un espoir en tout cas de mieux-être qui est décuplé, qui est très très important, puisqu'il s'agit vraiment de viser une réinsertion complète de la personne, non seulement un logement, mais au-delà de ça aussi des liens, un réseau de soutien, des activités, éventuellement même un emploi pour certains. Ça dépend, mais c'est possible aussi. Oui. Donc on vise très haut la qualité de la réinsertion. Voilà, alors vous parlez de l'accompagnement. Donc Mario, vous faites partie de cette équipe d'accompagnement. Quel est votre rôle spécifique? Est-ce que vous avez un rôle différent du reste de l'équipe, par exemple? Non, j'ai un plus, quoi. J'ai un vécu en plus, c'est tout. Sinon, je fais rien de spécial. Ouais, donc vous suivez certaines personnes en particulier, vous les accompagnez, vous vous rendez chez elles, vous discutez, vous répondez à des questions. On fait des démarches avec eux, oui. Est-ce que le fait d'avoir une personne comme Mario dans l'équipe, d'avoir un père aidant, ça a changé quelque chose à vos pratiques à Lindstrens? Ça fait pas encore très très longtemps, ça peut, mais j'ai l'impression que Mario, il est entré dans l'équipe comme un poisson dans l'eau. Vraiment, il est très à l'aise, il était aussi bien accueilli. Je crois qu'on avait bien préparé son arrivée. Et donc tout le monde était un peu prêt et tout le monde est très content de l'expérience qu'on a maintenant ensemble. Moi, je pense que son rôle, il est effectivement de développer rapidement une relation de confiance avec certains locataires. Ça ne marche pas avec tout le monde parce que d'autres personnes peuvent aussi s'en méfier. Ça arrive quelques-uns, mais c'est plus rare. La plupart du temps, ça colle, ça matche comme ça très vite avec les gens. Mais je crois aussi qu'il y a la principale fonction, c'est la fonction de donner de l'espoir. C'est regarde, moi j'y suis arrivée, donc toi tu peux y arriver aussi. Et ça marche incroyablement, je trouve. C'est vraiment puissant en fait. C'est de dire voilà, j'ai vécu ça aussi, je sais ce que tu traverses et ça va aller. Il y a quelque chose comme ça. Après, on est une équipe qui est multidisciplinaire, donc chacun travaille un peu avec une casquette différente. On a un psychologue, on a des éducateurs, assistants sociaux, on a des gens qui n'ont même pas de diplôme, tout est un peu mélangé dans l'équipe et chacun travaille avec qui il est. Et donc Mario, il a un peu cette particularité, mais d'autres aussi ont des façons d'aborder les suivis qui leur appartiennent en fait. Et c'est ça qui fait la richesse d'une équipe, c'est d'avoir beaucoup de points de vue sur une situation et de pouvoir tous ensemble prendre des décisions d'équipe, se dire ok, on va soutenir telle ou telle direction. Et ça marche super bien aussi, je pense, parce qu'on est tous très bienveillants les uns envers les autres, en fait. Ça, c'est très gai, je crois. Voilà. Oui, il y a une complémentarité. Ouais. Est-ce que, Mario, vous le disiez, vous pointiez déjà tout à l'heure, le fait de retourner en logement, c'est pas non plus si facile. Il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Vous parliez de la boîte aux lettres et du fait de la crainte d'avoir des vieilles factures, etc. C'est aussi peut-être leur montrer à ces personnes qui sont en logement que oui, il y a des difficultés, mais qu'on peut aussi les surmonter.
Oui, on peut les... en fait, ce qui est marrant, c'est que au moment où je suis rentré en logement, j'ai été suivi par quelqu'un de Diogène qui travaille plus là maintenant. Mais donc pour moi, la cercle elle est bouclée, quoi. Maintenant, c'est moi qui aide les gens. Ouais. Non, mais c'est vrai, la boîte aux lettres, c'est vraiment... On dirait qu'il y a un homme qui est dessus qui dit « Ah, tu veux t'en sortir ?» Non, tu pourrais pas parce que tu as encore ça à payer, tu as encore ça à faire. Et à ce moment-là, c'est bien quand il y a quelqu'un qui vous aide à surmonter ces trucs-là, quoi. Ouais, parce que ça serait quand même plus facile d'abandonner, mais quand il y a quelqu'un derrière, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais je propose du coup de réécouter Mariam, parce qu'elle nous parle justement dans ce deuxième extrait des difficultés. Donc évidemment, elle a retrouvé un logement, elle a retrouvé une maison avec son compagnon et son bébé. Et alors évidemment, c'est très positif, mais elle pointe aussi le fait que c'est pas facile tous les jours et que parfois, la solution de facilité, ce serait peut-être de replonger dans certaines dépendances, notamment. On l'écoute. Quand vous êtes pendant autant d'années dans la rue, tous vos repères sont à cet endroit-là, en fait. C'est un autre monde. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Donc, c'est une délivrance quand vous en sortez, parce que vous voyez un nouveau monde qui est vraiment génial, que vous ne pensiez pas pouvoir retoucher, même tâtonner du bout des doigts, que maintenant vous êtes vraiment dedans. Mais c'est vrai que ça fait peur au début. Parce que vous avez un long parcours et que les personnes vous regardent bizarrement. Il y a certaines personnes qui vous reconnaissent. Il faut des fois accepter que, effectivement, 7 ans dans la rue, ça laisse beaucoup de cicatrices. Ça fragilise beaucoup. Et moi, j'ai accepté l'aide, donc que ce soit j'ai été hospitalisée. J'ai été suivie par tout ce qui est assistance sociale, psychiatre, psychologue. J'ai décroché, ça veut dire que je me suis sevrée. J'ai été voir un médecin, j'ai demandé mon traitement, j'ai été régulièrement le voir. On a trouvé le dosage qui me convenait. Qu'est-ce qui vous fait tenir le coup, mois après mois, jour après jour? Mon bébé. Avant, c'était ma grossesse, maintenant j'ai mon bébé, puis j'ai mon mari aussi. Le fait que j'ai reconsolidé des liens avec mes parents. Parce que j'étais en rue et ça a été horrible pour moi parce que je ne les voyais pas. Ils ne savaient pas si j'étais vivante ou si j'étais morte. Mes enfants aussi. J'ai de nouveau des contacts avec mes grands. Donc voilà, j'ai tout ça. J'ai gagné beaucoup de choses et je ne veux pas les perdre. Alors, Mariam pointe l'importance du lien social. Le fait d'avoir retrouvé un logement, c'est aussi avoir retrouvé une forme de lien social. C'est quelque chose qui est crucial quand on est dans ce parcours de Housing First, d'essayer de retrouver des liens. Ouais, quand même. Ouais, c'est important quand même. Quitter la rue, c'est comme elle le dit, c'est un monde en soi où on trouve une place. Et donc je pense que quand on rentre en logement, il y a une rupture. Voilà, d'une façon ou d'une autre, il y a une rupture avec ce milieu-là. Et donc il faut reconstruire autre chose, quoi. On voit, il y a quand même beaucoup de gens parmi nos suivis qui retrouvent des liens avec leur famille. Ça, on voit pas tout de suite, mais après un certain temps, ça vient. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui se trouvent fort seuls, fort isolés entre leurs quatre murs. Et donc, on essaye de les soutenir pour qu'ils développent des activités ou quelque chose qui a du sens pour eux et qu'ils puissent alors tisser dans ces activités d'autres liens avec des personnes avec qui ils s'entendent et qui aident à lutter un peu contre la solitude. On a mis en place un projet qui s'appelle Affiliation, qui est transversal au projet Housing First bruxellois, donc aux 5 projets maintenant. Et donc qui fait ça, qui vient visiter les locataires soit individuellement, soit qui organise des activités collectives et qui permet de tirer comme ça ce fil de la réinsertion plus loin que ce qu'on faisait auparavant en fait. Voilà, ça prend des formes différentes pour chacun. C'est toujours cette logique du Housing First de s'adapter aux besoins de chacun. Donc ça peut être d'aller faire un tour dans le quartier, d'aller au restaurant social du coin, d'aller faire du chant, de la couture, n'importe quel type d'activité qui leur plaise en fait, qui font raccrocher les gens comme ça à la vie, quoi. Mario Peters, qu'est-ce qui vous a permis de vous raccrocher? Quels ont été les liens que vous avez réussi à recréer, vous, quand vous êtes sorti de la rue? Et là, mais au début, c'est dur parce que tu sors de la toxicomanie, tu viens de retrouver un appartement, donc il faut que tu puisses retomber à chaque instant. Donc maintenant que je travaille, ça va beaucoup mieux. Ils nous font de nouveau confiance, je crois, j'espère.
Et ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et vous disiez que dans la rue, il y a des liens qui s'étaient créés. Il y a des liens avec d'autres personnes qui s'étaient créés dans la rue. Est-ce que ça nécessite... Enfin, est-ce que vous avez coupé tous ces liens? Est-ce que pour sortir de la rue, ça veut dire qu'il faut couper tous ces liens? Mais ils se coupent tout seuls en fait. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a ceux qui ne comprennent pas, il y a ceux qui veulent que tu restes. Mais moi, je vais leur couper les liens. Mais il en reste quand même encore quelques amitiés, ouais. Mais on les évite quand même. Qui vous a parlé du fait que votre expérience, ça pourrait devenir votre travail? Comment vous avez appris que c'était possible? C'est Pierre qui m'avait dit qu'il y avait une place à Diogène. Il m'a dit, vas-y, tu as de l'expérience, essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, au moins tu auras essayé. Et j'ai essayé, ça a marché. Voilà. Et donc, on parlait d'espoir tout à l'heure. Quand vous racontez ça aux autres personnes que vous accompagnez, c'est vraiment... ça représente un espoir pour elles de retrouver éventuellement un travail un jour? Il y en a pour qui ça fait un effet miroir, qui disent « Ouais, si toi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. » Et il y a quelqu'un qui fait partie d'En Route maintenant, que j'ai connu à Diogène. Il fait maintenant partie d'En Route et il commence à le faire, quoi. Donc ça va. Oui, donc la SBL en route, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais la SBL en route, c'est vraiment une SBL qui est ciblée sur la pérédance. Et oui. Donc, vous parliez de Pierre Fénois, qui est un des membres de cette SBL. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se développe. On ne connaissait pas nécessairement ça il y a quelques années. C'est cette volonté d'impliquer vraiment les premiers concernés dans l'accompagnement. C'est assez nouveau comme approche. Ça date quand même d'il y a quelques années. Hein. C'était déjà même développé dans la fonction publique. Donc, parce qu'il y a évidemment des lieux institutionnels qui sont encore plus éloignés de la réalité du terrain que nous, on l'est. Nous, on est quand même déjà très sur le terrain des personnes. Enfin, Diogène, à la base, c'est une association qui fait du travail de rue. Donc, on se promène et le travail, c'est le territoire des gens, quoi. C'est leur espace. Mais voilà, quand on travaille dans un CPS ou dans une administration à la Vergenoire, il y a des endroits où c'est encore beaucoup plus difficile de comprendre la réalité, d'où viennent les personnes. Et donc cette fonction de pérédance a été développée dans ce cadre-là aussi, pour essayer d'aider les administrations, les CPS à se remettre un petit peu en question au niveau des pratiques et voir comment ils pourraient mieux toucher leur public cible. Voilà. Alors, je vous propose qu'on continue à parler de droit au logement à travers une autre association, une association qui s'appelle Solidarité Logement. Alors, elle fait partie des associations membres du Centre d'action laïque. Alors, Solidarité Logement, elle acquiert des bâtiments qu'elle rénove et qu'elle met ensuite à disposition de personnes sans abri ou mal logées. Le tout en partenariat, du coup, avec d'autres services, d'autres associations qui s'occupent plutôt de l'accompagnement. Alors, on va écouter Marc Bellis, le président de cette association Solidarité Logement, qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Bien, Solidarité Logement, c'est une initiative citoyenne qui date de 2009. C'est un groupe d'amis particulièrement sensibilisés par la problématique du logement, du sans-abrisme, du mal-logement, et plus particulièrement dans la mesure où ce fléau frappait les femmes isolées et les jeunes, plus particulièrement les jeunes en transition, c'est-à-dire les jeunes de 16 à 25 ans. Le lien social est en fait le fil rouge qui nous a conduits pendant toute notre existence. Nous travaillons essentiellement à faciliter l'insertion des publics cibles dont nous préoccupons, l'insertion sociale essentiellement par le logement. C'est vrai, quand on regarde notre bilan, quand on voit nos rapports, on est frappé par le fait qu'on parle beaucoup d'immeubles, et effectivement, à ce jour, nous avons réalisé la création de 5 immeubles, et il y en a 2 qui sont en projet. C'est évidemment extrêmement important, mais il faut garder à l'esprit que ces maisons sont essentiellement un moyen dont le but est de faciliter l'insertion des jeunes dans la société. Et ça n'aura absolument aucun sens de démarrer un projet sans une association, sans partenariat avec une association dont la fonction est précisément de faciliter ce processus. Donc, nous ne cherchons pas un immeuble, ensuite de quoi nous nous interrogerions sur sa finalité. Nous nous attachons d'abord à définir un projet social. Et à partir du moment où ce projet social est défini, mais nous cherchons un immeuble, et surtout, nous adaptons l'immeuble avec architecte, ingénieur, etc., sur base des desiderata
de l'association, que ce soit la nécessité de salles communes permettant une activité communautaire au sein de la maison. Mais donc le partenariat est quelque chose d'absolument fondamental. Ça n'a aucun sens de le faire sans. Alors, Marguerite pointe ici l'importance des partenariats. Aline Strens, dans votre travail et donc dans ce projet House in First que vous coordonnez, est-ce que vous travaillez avec des partenaires? Est-ce que vous aussi, vous considérez que ces partenariats sont importants? Oui, ils sont très importants. On a basé notre modèle sur des partenariats. Donc on a des travailleurs qui collaborent comme ça très étroitement avec d'autres structures, notamment le projet Lama et Huis van Vrede de Puerto, qui sont d'un côté un service d'aide en ambulatoire pour des personnes toxicomanes et de l'autre un service de guidance à domicile. Et donc on s'est vraiment... on a monté le projet un petit peu ensemble. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à faire en sorte que nos locataires accrochent aussi à ces structures-là. Et ça multiplie les points d'appui. Donc c'est vraiment une méthodologie de travail qu'on a, c'est autour de chaque personne d'essayer de construire un réseau de soutien pour n'être pas les seuls. Ça ne va pas nous d'être tout seuls à côté de quelqu'un. On essaie vraiment qu'elle s'accroche à d'autres lieux. Et c'est ça qui rend plus solide le processus de stabilisation et de réinsertion. Donc voilà, et déjà des fois c'est arrivé qu'on jette un regard un peu avec du recul sur les années de travail qu'on a eu avec certains et comment leur situation a évolué. Et on voit vraiment que c'est grâce au partenariat, c'est grâce au fait qu'on ait plusieurs institutions autour qu'on arrive à aider la personne comme il faut, quoi. Voilà. Bon, à Diogène, c'est aussi de toute façon une culture de l'équipe parce qu'en travail de rue, c'est ça qu'on fait. On est des passeurs, on est des gens qui tissent des liens entre ce milieu de la rue et le milieu institutionnel qui est présent, qui est là, mais qui ne parvient pas toujours à toucher son public. Et donc, c'est ça qu'on fait tout le temps, en fait. Donc, on a gardé, pour notre projet Housing First, on a gardé évidemment cette logique, mais je pense que les autres projets Housing First le font aussi, hein. C'est quelque chose qui est très connu, quoi, cette façon de travailler. Oui, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est vrai que, on va dire, ça fonctionne, puisque vous êtes à entre 90 et 95%, on va dire, de taux de réussite, de maintien à domicile, de personnes qui gardent leur logement et qui, sur la durée, arrivent à se réinsérer à différents niveaux l'année passée, de la on société. était même à 100%, donc c'est une photo qui est prise à un moment donné. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui perdent leur logement. Donc ça n'est pas un processus linéaire, ok, on offre un logement et on y est, on est bon. Non. C'est quand même beaucoup plus rock'n'roll que ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Hein, et quelquefois, la personne doit passer par plusieurs expériences de logement pour intégrer un peu les devoirs qui sont les siens en tant que locataire. Et c'est quelque chose que je trouve qui est important à dire parce qu'on a souvent l'impression que c'est un échec en cas de perte de logement, mais c'est pas toujours le cas. Nous, tant qu'une équipe reste présente et s'engage, et c'est ça qu'on fait, on a identifié des personnes qui étaient particulièrement fragiles, on s'engage, nous, à rester présents à leur côté quoi qu'il arrive. Donc même s'ils retombent en rue, on va faire le suivi. Et donc ça permet aussi de tirer des leçons de ce qui s'est passé ensemble avec la personne, de dire bon, ça a foiré parce que, écoute, c'est si cela. Et donc la fois d'après, on essaye mais on voit que plus les gens c'est un processus long, ça demande du temps de se réaccrocher, Mariam elle explique bien aussi comment c'est pas facile de décrocher de tout cet univers de la rue, des addictions, etc. Donc ça prend du temps et nous on travaille sur une posture qui est non jugeante, qui est vraiment centrée sur la personne, non jugeante. Et on encourage, on est plutôt à essayer de donner de l'espoir et d'encourager. C'est ça notre moyen de travail, quoi. Ça, c'est très important. Je crois que c'est ça qui fait la différence, en fait, avec des publics qui sont aussi éloignés, qui ont été tellement longtemps à l'abandon, en fait. Hein. Oui, donc Mario, c'est parfois un peu rock'n'roll. Surtout, la première fois qu'on trouve un appartement, même pour moi... T'as envie d'inviter tous tes amis et les faire profiter de ta réussite, parce que bon, ils dorment encore dans la rue, toi t'es bien au chaud, donc t'as envie de les inviter chez toi, mais après tu vois que c'est peut-être pas le truc à faire parce que ils restent après. Et ouais. Oui, comme vous le disiez, il y a un moment, c'est peut-être important aussi de faire une forme de rupture avec certaines personnes de la rue. C'est des fois ça le plus dur. Hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, à vous, Mario Pieters ? À moi ? Ce que je souhaite à moi ? Ouais. Mais c'est dur, c'est bizarre ce que je dis, mais pour moi, j'ai tout ce que je veux.
franchement. Je travaille, j'ai une femme que j'aime, je peux faire de la musique. C'est bon, là. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. Merci beaucoup, vraiment, Mario Pieters. Merci beaucoup, Aline Strens, de nous avoir parlé de ce droit au logement et de la Housing First en particulier. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.